aujourd'hui comme pour les onduleurs. Et donc, il y a encore un gros travail à mener dessus. Notre direction qu'on veut travailler, c'est l'aspect, tout ce qui est pilotage de nos systèmes. Aujourd'hui, on a des solutions où on a pas mal de processeurs et de FPGA pour vite aboutir, je dirais, à une solution complète. On veut essayer de recentraliser ça en bénéficiant des avancées qu'il y a aujourd'hui en termes de processeurs multicœurs. Alors, ça se joue sur la safety, ça se joue sur le pilotage des régulations. Je dirais, les évolutions des processeurs nous permettent plus de choses que ce qu'on pouvait faire avant. Et puis nos fournisseurs intègrent de plus en plus de fonctions qui nous permettent de mettre des régulations dedans. Et puis après, vous allez voir, on va vouloir standardiser des fonctions. Alors, standardiser, c'est bien, mais il faut le faire au bon niveau. On verra à quel niveau on souhaite le faire. Je vais vous le montrer. Les difficultés sont les classiques de l'électronique de puissance. Ça c'est la thermique, la CEM, la fiabilité, et puis la recyclabilité aussi derrière des produits. Les technologies, alors aussi les technologies de production, parce que c'est pareil, si on veut standardiser, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on essaie d'avoir des produits qui se font de manière de très grande série et qui ne soient pas trop spécifiques. Voilà. Tout en tenant compte effectivement de ce qu'on peut automatiser ou pas, comment, et des contraintes du réseau de tension. Voilà. Vous avez le niveau de TRL où on se situe. Le projet que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment un projet, c'est pas de la recherche, c'est un projet amont, et qui doit aboutir d'ici 2 ans et demi, 3 ans, à pouvoir entamer une démarche de conception d'un produit de série. Voilà. Donc les partenaires, je vous montrerai après, les différents partenaires qu'on recherche et les sujets qu'on va traiter. C'est un projet qui démarre maintenant, qui va s'étaler sur 26 mois. Le budget, ça vous donne, je donne l'ordre du budget, mais c'est un projet qui est dans les 12 millions d'euros, en incluant tout le travail qu'on doit faire dessus. Voilà. Donc les petites cases en bas, ça résume un petit peu les principes qu'on va développer. Mais je dirais c'est bien, le thème c'est bien l'électronique de puissance. Donc pour les chaînes automobiles, hybrides, électriques. On va travailler sur la compacité, alors ça avec l'aide des topologies et des wide bandgap. Sur les rendements, pareil avec l'aide des mêmes leviers. Sur le coût, parce qu'on va vouloir revenir vers des solutions plus intégrées. Parce que maintenant on peut le faire, on pense, avec les composants wide bandgap, si on réduit le volume, on va pouvoir de nouveau revenir à des solutions où on intègre tout ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Après, donc on a du refroidissement à regarder, alors on veut le simplifier. Est-ce qu'on peut arriver à du refroidissement à air aujourd'hui sur des chargeurs de forte puissance en gamme? C'est une bonne question. Pas tout de suite, mais je pense que ça arrivera. Voilà. Déjà, peut-être simplifier déjà au moins les assemblages. Et puis après, donc standardisation, je vais vous le montrer. Et puis industrialisation, la question c'est effectivement est-ce qu'on peut continuer d'assembler en France et comment? Voilà. Nous on le fait aujourd'hui sur ce qu'on appelle les PEB, donc on intègre, on achète l'onduleur à droite, le câblage à gauche, le DC-DC, la capa, et on monte ça dans la boîte, on est censé le faire aujourd'hui. Nos rangs 1, je dirais typiquement Valeo ou Vitesco, savent très bien assembler l'ensemble des produits. Voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de continuer à travailler en France, aussi bien sur la partie amont développement, avec des gens compétents au niveau des PME, des labos, et puis au niveau de la grande série, de trouver des solutions pour continuer de produire chez nous. Voilà. Alors la première, c'est un petit peu de la provoque au début, mais en haut j'ai mis des photos d'alternateurs. Alors Valeo, quand il est fourni à Renault, il n'est pas très loin de celui qui fournit un PSA. Puis quand Denso en fait un pour nous, il n'est pas très loin non plus de celui de Valeo. Et quand Bosch nous le fournit, il n'est pas loin non plus. Alors ça change sur les petits connecteurs, ça change sur la techno peut-être de fermeture du stack du moteur. Mais globalement, c'est quand même la même pièce. Et puis quand on va chez Valeo sur les lignes d'étape, quand ils produisent des alternateurs, ils produisent sur la même ligne, que ce soit du Renault, du Peugeot, du Volkswagen, c'est la même ligne. Puis ils changent directement dessus. Et puis quand vous regardez ce qui se passe sur avec l'électrique aujourd'hui, il n'y a pas un truc qui se ressemble, quoi. Donc, j'ai mis un Valeo, j'ai mis le Renault là, avec des pièces de Valeo dedans, entre autres, il n'y a pas que. J'ai mis ce que faisait Valeo pour PSA, j'en ai pris un Denso pour Toyota, et puis un Bosch pour Daimler, il y a un qui se ressemble. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que on n'a pas encore des gros volumes, parce que chacun a voulu sa solution. Mais je dirais à l'horizon des 10 ans qui viennent, il va falloir qu'on aboutisse à la même chose que l'alternateur, parce que sinon on va avoir des gros problèmes et chez nos fournisseurs, parce qu'ils ne pourront pas faire 10 pièces différentes en permanence, et puis on n'arrivera pas au bon coût finalement de ce qu'on veut obtenir à la sortie. Donc c'est vrai que ce travail-là, on l'a déjà mené sur beaucoup de pièces. J'ai pris l'alternateur, mais on pourrait prendre le contrôle moteur, on pourrait prendre une pompe de direction assistée, on pourrait prendre plein de pièces. On n'y est pas du tout sur l'électronique, et ça c'est un constat d'aujourd'hui. Le seul qui a vraiment beaucoup travaillé, on va dire, avec respect, c'est Toyota, depuis une dizaine d'années, qui arrivait à bien standardiser ses solutions et faire des choix de grande série.
je dirais, ça arrive, hein, je regardais l'autre jour l'onduleur de Volkswagen, il est relativement simple à monter. Mais je dirais il faut qu'on arrive, je dirais, au niveau automobile, en tout cas, à converger maintenant de plus en plus vers des solutions qu'on va devoir standardiser parce que le marché va être énorme et qu'il faut arriver à le fournir. Donc, ce qui va se passer, je dirais, avec les règles qu'on a aujourd'hui sur le CO2, le café, il va se passer que d'ici à l'horizon 2025, 26, 27 ou 2030, il n'y aura plus que des véhicules dans lesquels il y aura soit de l'hybride, soit de l'électrique. Donc, ce qui aujourd'hui est un épiphénomène deviendra quelque chose de l'ensemble de la gamme. Donc on ne peut pas attaquer cet horizon-là sans une réflexion, je dirais, en profondeur sur comment on va effectivement arriver à uniformiser ça, standardiser ça et avoir des solutions quasiment sur étagère après. Voilà. Donc c'est ce travail-là qu'on va entamer à travers ce projet. Alors qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif en fait nous parce qu'il faut s'en fixer un peu, c'est important pour partir d'un développement. On veut réduire de 30% le volume, alors ça, oui, mais peut-être plus. Hein. Le vrai bras de levier, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde les voitures, on va avoir un chargeur peut-être DC-DC d'un côté, on va avoir un onduleur intégré sur le moteur, c'est ce qu'il y a de plus en plus avec sa boîte. On n'aura pas groupé les deux. Pourquoi on n'aura pas groupé les deux? Parce qu'ils sont trop gros. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas intégrer dans une voiture un bloc complet. On l'a fait, nous, vous l'avez vu sur la Zoé, on l'a fait. Mais je dirais quand on attaque un hybride, par exemple, on n'arrive pas du tout à intégrer l'ensemble parce que c'est trop gros. Voilà. Et puis après, en fonction des véhicules qu'on dessine, on va aussi être embêté en électrique pour intégrer les trois pièces ensemble. Maintenant, l'idée, c'est de voir si est-ce qu'on peut arriver, finalement, dans cet exercice, en amenant les solutions de nouvelle topologie, en densifiant l'électronique de puissance, à mettre les trois pièces ensemble. C'est un peu l'idée. Voilà. La deuxième partie, c'est le rendement. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on gagne en rendement. Alors, on va y arriver, je dirais, en intégrant le SiC et le GaN, hein, mais c'est pas forcément toujours évident si on regarde des chargeurs. Les cibles sont dans les 95-96%, hein, et 98% pour les onduleurs. Voilà, il faut y arriver. Hein, sur les chargeurs réversibles, c'est pas évident. Mais c'est vrai que l'arrivée, en implantant bien le SiC, en implantant bien le GaN, on doit arriver à ces valeurs-là. Voilà. Alors, en même temps, on va effectivement faire des produits plus high-tech, mais il va falloir quand même baisser les coûts. Parce que c'est normal, vous voulez avoir une voiture pas trop chère. Aujourd'hui, c'est encore pas évident quand on prend le prix d'un véhicule électrique ou hybride, il est quand même plus cher que les véhicules classiques. Et il faut bien qu'on arrive tout doucement à des coûts optimisés de ces solutions-là pour vous les rendre abordables en tant que client. Voilà. Donc on a fixé 30%, voilà, après j'espère qu'on y arrivera. Et puis le dernier point, c'est la standardisation. Alors effectivement, comment on va regarder, mais tout un travail de standardisation à pousser dès le départ, je dirais, de la phase amont, si on veut se retrouver à la sortie avec des choses qu'on va pouvoir utiliser un peu partout. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut innover, et puis avec des solutions rupture, ce qu'on disait, parce que 2030, là on le dit, mais ça va se vérifier, 100% des voitures vendues en Europe sont électrifiées. C'est pas le cas du monde entier, parce qu'il y a d'autres pays où on sera encore en diesel, où on sera encore dans d'autres solutions. Mais si on parle de l'Europe, je pense qu'on va y arriver assez vite vu les contraintes qu'on a. Voilà. Et puis donc, dans l'innovation, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas adresser avec les mêmes produits finalement l'hybride et l'électrique? Alors, facile peut-être pour un chargeur DC-DC, un peu plus compliqué pour un onduleur ou un autre produit, mais on doit pouvoir le faire, je pense. Voilà. Et puis dans les objectifs, c'est aussi, ce qu'on est important, nous, c'est de regarder comment on va pouvoir développer l'emploi et la compétitivité dans le cadre français aussi, industriel français. Alors l'aspect Covid a ramené cette question de manière un peu plus importante, mais il reste important parce que c'est vrai qu'on sait faire des choses. Moi, je vois une usine, je parlais de Valeo tout à l'heure, une usine d'étapes, elle sort des alternateurs pour des entreprises européennes et compétitives et en très grande série. Voilà. Mais il y a d'autres produits qu'on ne sort plus. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut se ramener vraiment une truc de puissance qu'on puisse produire chez nous, dans nos usines, et remonter cet aspect-là de manière importante? C'est une des idées qu'on va travailler dans ce projet-là aussi. Voilà. Alors, on peut travailler, on peut faire des choses, d'autres pas. Je regardais par exemple sur des modules de puissance, il y a des produits qui sont déjà très dédiés, par exemple, qui sont au Japon, on ne va pas les ramener. Mais je pense que la partie assemblage, on peut la ramener, une bonne partie de PCB, les modules, c'est une bonne question, par exemple, est-ce qu'on peut les ramener en France? C'est un sujet qu'il faut travailler. Les modules de puissance, par exemple, vous avez en Allemagne, vous en avez un certain nombre de fournisseurs qui font ça très bien. Si on prend ceux Micron, Denfos, Infineon, tout ça, ils produisent en Allemagne. Donc, et puis, pourquoi on ne produit pas en France? C'est une bonne question. Voilà. Alors, je rentre un petit peu plus dans le cœur du sujet.
En fait, ce qu'on va vouloir définir, nous, c'est... Au début, on s'était dit on va vouloir faire une boîte standardisée, qu'on appelait OneBox, qu'on voulait mettre partout. Mais en fait, ça marche pas trop, parce que si on commence à creuser un peu le sujet, on s'aperçoit que quand on fait un EV, on va mettre un chargeur de entre 11 et 22 kW. Quand on va faire un hybride, on va mettre parfois juste un 7 kW ou pas de chargeur. Donc c'est pas la même boîte qu'on peut rentrer partout. Donc en fait, ce qu'on a défini nous, c'est qu'on voulait standardiser des fonctions qui sont dans la boîte. Alors la fonction onduleur, la fonction DC-DC, la fonction chargeur, fonction carte de commande. Et puis après, on va faire des boîtes, et on va essayer de faire des boîtes qui soient une pour les l'EV, une pour les HEV, une pour le PHEV. En tout cas chez nous. Après, on pourra voir pour d'autres clients éventuellement, mais je dirais en tout cas chez Renault, on va essayer de faire ça. C'est l'objectif. On verra si on y arrive. Donc, quelles sont les grandes fonctions qu'on a? On a d'abord un onduleur. Alors, je vous montrerai un dessin un peu plus grand sur la page d'après. Vous verrez que c'est un... Ce qu'on se dit, c'est que si on fait un onduleur qui a 6 sorties, ça peut faire soit 2 moteurs en hybride, soit si on les couple ensemble, ça peut nous faire un seul gros moteur en électrique. Pour peu qu'on ait bien choisi comment on faisait les modules. Après, donc on s'est mis un DC-DC 3 kW, c'est à peu près la valeur actuelle. Hein, voilà. Un chargeur réversible en 7 kW, parce que ça semble la tendance du marché, en tout cas en monophasé. Et après, on va le monter entre 11 et 22, c'est une très bonne question. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Nous, on sort du 22, hein, puisque c'est ce qu'on met sur la Zoé. Beaucoup de gens sortent du 11 aujourd'hui. Alors le 11, c'est vrai que c'est le plus gros qu'on puisse mettre en triphasé sur une maison aujourd'hui. Le 22, c'est ce qu'on voit à l'extérieur pour charger assez vite sur les bornes. J'ai pas la réponse absolue. Hein. On est encore en train de réfléchir sur ce qu'on fait du 11 ou du 22. Voilà. Et puis après, carte de commande, ben, c'est plus dire... aujourd'hui, on a plutôt réparti les fonctions, je dirais, processeur sur toutes les différentes cartes. Peut-être revenir à une solution un peu plus intégrée pour baisser le coût. Voilà. Donc l'objectif du projet AMO que je vous présente aujourd'hui, ça va être en fait de valider ce concept, d'en faire une boîte et de regarder effectivement si on répond en termes de rendement, de thermique et de CEM aux besoins qu'il y a par rapport à nos cahiers des charges. Et puis en parallèle, on va regarder effectivement très tôt l'aspect industrialisation pour voir comment on peut industrialiser ces blocs, parce que finalement il y a des technos qui sont différentes. Hein. Si je prends un onduleur, ça va être des technos adaptés à la forte puissance. Un DC-DC en chargeur, c'est plutôt une moyenne puissance, c'est des technos différentes. Donc voir comment on adresse ça sur la production de série. Et puis bien sûr, notre métier, on va regarder les prix, mais ça c'est partie du normal. Voilà. Alors j'ai mis un peu plus gros la boîte pour vous montrer. En fait, donc la partie haute, c'est ce qu'on met généralement à l'avant de la voiture. Alors ça, c'est une boîte hybride, hein, ça on le verra nulle part, parce que c'est la boîte qui a l'ensemble des fonctions. Mais après, vous verrez, je vous montrerai comment on dérive cette boîte en différentes solutions. Voilà. Donc on va trouver un onduleur. Alors on l'a mis 50, 80 et 30, 80 kW, ça peut discuter, mais je dirais c'est deux onduleurs séparés si on veut faire de l'hybride. Trouver ces puissances en hybride. Et puis si je fais la somme des deux, ça me fait à peu près 160 kW, donc ça fait déjà entre 160 et 200, une chaîne de traction déjà pour les plateformes, on va dire A, B, et peut-être un petit peu C chez nous. Voilà. On ne fait pas toutes les plateformes avec ce truc-là, parce que sinon, je dirais, ça sera pas capacitaire, on ne pourra pas le faire en termes de prix. Donc on s'est borné plutôt sur la gamme que fait Renault, qui est, on va dire, les petits véhicules. Voilà. Vous voyez un step-up, donc ça nous sert dans l'hybride, qui est mis entre les onduleurs et le bus d'essai qu'on a de la voiture. Après un DC-DC, alors j'ai mis 14 ou 48, on a des grandes questions aujourd'hui, hein. Est-ce qu'il y aura du 48, comment il va apparaître? On voit apparaître en hybride. Est-ce qu'il faudra un ou deux réseaux de bord? Enfin, c'est une question qui est ouverte. On regarde. Après, donc on a mis un chargeur 7 kW monophasé, puis une option pour le passer en 11-22. Parce qu'effectivement, le cœur de gamme, il est plutôt en 7 aujourd'hui. Et puis le 11-22, on le voit vraiment en électrique. Voilà. Et puis après, donc là, le rotor, c'est passé dans le cas de machine à excitation séparée. On trouve les connexions des équipements à l'extérieur, là, classique. Et puis après, ce qu'on a mis en bas, c'est on s'est dit qu'on fera un dérivé, en fait, pour faire la version moteur séparé. Vous mettez deux moteurs dans la voiture. Et dans ce cas-là, ça serait une réutilisation, finalement, d'un des onduleurs, peut-être, ou de deux, et de la carte de commande. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait cette grosse boîte-là, qu'on appelle moteur, finalement, on peut dériver des solutions. Donc on peut faire un véhicule électrique en haut, on enlève le step-up, et puis on a fait un véhicule électrique. Quand on descend, on peut faire une version arrière, je vous ai montré. On peut se faire un PHEV en laissant un chargeur 7 kW avec ou sans step-up, par exemple, et puis un HEV avec le step-up. Donc le step-up, c'est une fonction que nous on rajoute parce qu'on en a besoin dans certains cas en fonction des tensions des batteries et des usages sur l'hybride. Pas toujours, hein, ça dépend des applications. Voilà. Donc c'est vraiment cette volonté de standardiser l'intérieur finalement, puis après d'aller faire des boîtes pour chaque application.
mais en gardant vraiment les blocs qu'on a développés au départ. Voilà. Alors un peu de planning pour très macro, hein, j'ai pas été dans le détail. On a une première phase nous qui démarre maintenant, qui est une phase de faisabilité. Alors, on se jette pas directement en fait dans faire la solution. On va prendre le temps d'abord de réfléchir sur un certain nombre de sujets, vous verrez après, hein, qui nous permettent de dessiner cette boîte et de dessiner ce qu'il y aura dedans. Je prends un exemple, la CEM, on va essayer de travailler sur comment optimiser la CEM dans la boîte. Donc on va, par rapport aux règles qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut rajouter, enlever, comment optimiser la capa d'essai par exemple, ou comment mettre les routages dedans, les blindages. Et tout ça, on le travaille d'abord en simulation en amont pour faire des règles, et puis après, on va faire la boîte. Voilà. Donc après, c'est-à-dire ce qu'on appelle la solution conception amont, la solution complète. Donc à partir de mars l'année prochaine, en fait, on va aller se dessiner une vraie boîte complète. Donc là, on va se lancer pour faire un chargeur ondulant, enfin, toutes les différentes pièces, pour nous permettre d'aboutir à une solution qu'on va tester et avoir à peu près validée, je dirais, milieu-fin de 2022. Ça, c'est pour caler après sur un développement série. Donc après, une fois qu'on aura fait cette phase amont, on va aller donner finalement à une équipe de développement cet objet pour qu'ils en fassent un produit de série. Voilà le principe. Et après, on tombe sur les classiques planning vous connaissez, hein, c'est de à peu près 3 ans pour atterrir un SOP en 2026. L'objectif étant d'assembler ces objets, en tout cas nous, les objets finaux dans les voitures en France, ça c'est sûr, c'est ce qu'on fait déjà, et d'assemblage des objets en tant que la partie, je dirais, PEB, onduleur et inverteur, tout ça. Est-ce que c'est chez nous, est-ce que c'est chez un rang 1? Ça, c'est pas défini aujourd'hui. Voilà. Dans cette phase actuelle, on va travailler avec des partenaires type rang 1, ça c'est un petit peu nouveau. Des fournisseurs de composants, c'est un grand classique, et puis des contrats avec des labos, des PME, avec des gens, pour effectivement instruire ces différents sujets. Voilà. Toute ma présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer un petit exemple, en fait, montrer ce qu'on veut travailler en termes de standardisation. Et puis je vais prendre un exemple sur les modules de puissance. Voilà. Alors, en termes de travail, on veut standardiser, mais à différents niveaux. Donc, on le travaille, je dirais, je pars par en bas chez nous. C'est-à-dire que chez nous, on arrive à standardiser un électrique, un hybride et un plug-in. C'est pas toujours le cas aujourd'hui, il faut qu'on travaille dessus. Et ça, c'est important. Donc, c'est un travail interne Renault, mais il faut qu'on le fasse. Et Nissan. Après, le cran d'au-dessus, on s'est dit, voilà, on va standardiser la carte de commande, l'onduleur, le DC-DC, et la plateforme logicielle. Et par exemple, l'onduleur sera toujours le même, vous allez voir après. Par contre, on mettra du SIG, de l'IGBT, on mettra peut-être une puce, 2 puces, 3 puces, mais la boîte d'onduleur sera toujours la même, c'est ça l'idée. Voilà. Et puis après, si on fait ça, il faut aussi qu'on travaille au-dessus avec les fournisseurs, nos fournisseurs finalement de composants. Donc au niveau logiciel, voir qu'est-ce qui se développe comme famille, par exemple, autour d'un processeur, et comment on peut l'upgrader avec le même boîtier, par exemple. Dans les modules de puissance, parce que là, c'est un vrai big bazar, vous allez voir après. Et puis là, on a mis les composants passifs parce qu'on a du travail à faire sur comment réduire leur taille, les optimiser. On a un certain nombre de projets là-dessus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un travail qu'il faut qu'on mène à différents niveaux, il est assez complexe, mais on n'obtiendra un résultat que si on le fait à ces niveaux. Voilà. Alors je vais faire un petit focus sur les modules de puissance, parce que c'est un sujet que j'aime bien, et un sujet intéressant qu'on va travailler. Alors j'ai piqué une page chez Yole, là, que vous connaissez tous, mais pour vous montrer qu'effectivement, il y a je pense, très grosse recherche actuellement sur les modules. Il n'y a pas de solution idéale, je dirais, il y a plein de solutions. Hein, entre ce qu'on voit sur une Volkswagen avec un Brick Pack 2 et un HP Drive dedans, et des petits modules surmoulés de Tesla, il y a quand même deux mondes très différents, quoi, et très opposés. Donc, quelle est la bonne solution? Je crois moi, je ne l'ai pas aujourd'hui. Hein, je pense que je vais la travailler pour Renault et voir qu'est-ce qu'il y a de mieux là-dedans. Alors, ça va du packaging global de la boîte à l'assemblage qu'on a à l'intérieur, au refroidissement simple phase, double phase, au sintering. Enfin, il y a plein de sujets ouverts dans le domaine des modules. Je pense qu'on aurait parlé il y a 3 ans de la solution, on dit Tesla va faire ça, on n'aurait pas cru. On a vu apparaître des modules qui sont en sintering sur un radiateur avec plein de petits modules soudés au laser. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. On a vu arriver assez vite, quoi. Donc là, j'aime bien cette photo parce que j'ai mis à gauche tout ce que je trouvais sur le marché comme type de module. Donc ça va des modules, gros modules tout intégrés, en HP Drive, jusqu'à des petits modules double set cooling, jusqu'au petit module Tesla. On a vraiment toutes les possibilités. Il y a Toyota, par exemple, qui a bien réfléchi, hein, parce qu'ils se sont fait un module standard, qu'ils empilent pour faire leurs 2 onduleurs step-up. Mais il y a plein d'idées aujourd'hui, en tout cas. Mais il n'y a pas de standardisation
vrai, réel. L'HP Drive, on le retrouve chez 2-3 fournisseurs, hein, je veux pas voilà, on peut le dire. Les autres solutions, on va dire, si on veut acheter un module 6 phases, 3 phases, comme celui que j'ai mis en bas hybride, là, on ne le trouve pas chez 2 fournisseurs. Voilà. Donc on a commencé à travailler ce sujet-là, ça date d'à peu près 1 an chez Renault. Et on a essayé de se dire, est-ce qu'on pouvait définir un packaging finalement standard, en tout cas en termes extérieurs, qu'on puisse utiliser et dans lequel on puisse mettre un peu ce qu'on veut. Alors, on s'est fait des specs, on a commencé à travailler ça, et on a interrogé les fournisseurs de modules. Alors, ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils veulent toujours vendre leur module spécifique, ce qui est normal d'ailleurs, légitime. Mais l'idée, ce serait, est-ce qu'on peut arriver finalement à standardiser cet aspect module un peu plus, pour permettre, d'attaquer la très grande série qu'on a à faire, d'avoir plusieurs fournisseurs, de pouvoir gérer les prix aussi pour nous, c'est important, mais vraiment d'arrêter de cette course à une solution différente qui finalement est dommageable finalement au prix qu'on a à la sortie et à la standardisation. Donc on a fait une étude amont, on a regardé quelle taille on peut avoir de modules. Alors là, je vais vous montrer sur un refroidissement simple face, mais on pourrait le transposer en double face, on a fait la même étude. Et donc on a défini un packaging comme ça, d'une certaine taille, on a regardé ce qu'on peut mettre dedans, et on s'est dit, est-ce qu'on peut mettre du SiC ou de l'IGBT? Alors on a limité l'IGBT à une certaine puissance parce que ce serait trop gros sinon. Mais on s'est dit, voilà, en s'imposant finalement un routing extérieur comme ça, est-ce que ça peut être utilisable dans les différentes applications? Et là, c'est un exemple que je vous montre, mais en prenant le même boîtier, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un hybride en mettant 2 modules et puis en séparant les phases en sortie, et en mettant peut-être une puce SiC dans le premier et 2 puces SiC ou 3 puces SiC dans le deuxième, voilà, pour faire un hybride. Après, je fais un hybride avec step-up, je mets un module de plus pour faire le step-up. Alors j'ai mis SiC dedans, ça peut être IGBT. Hein. Voilà. Après, quand je fais un électrique, comme c'est en dessous de 100 kW, tant que les puces SiC seront trop chères, parce que c'est le cas d'aujourd'hui, et pas financièrement rentable en termes de solution globale, je mets des IGBT en basse puissance, et puis je fais dès que je dépasse 100 kW, c'est une valeur comme ça, je mettrai du SiC dans le même module. Et l'avantage de ça, c'est que mon process d'onduleur que je vais assembler sera toujours le même finalement. Je vais juste changer un bus bar de sortie, mais je garde finalement la même ligne d'assemblage, tous les mêmes gabarits, et je monte cet objet dans une boîte à B ou C, peu importe la configuration qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est une des idées qu'on veut travailler sur les modules pour arriver finalement à essayer de voir si on peut le standardiser. Et vu les volumes qu'on a à faire aujourd'hui, on ne peut être que multi-fournisseur. Sinon, ça ne serait pas sérieux, quoi. Et quand on prend les chiffres, si on prend 100% des voitures à l'horizon 2030, ce n'est pas la capacité d'une seule entreprise qui peut le fournir. Voilà. Donc ça, c'est sur les modules. J'ai fait un petit slide un peu sur les wide bandgap, un peu l'état actuel. Alors, j'aurais pas dit la même chose il y a 1 an. J'ai pas dit la même chose il y a 1 an, d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'IGBT, on le met dans les onduleurs. Voilà. On aura encore des onduleurs pendant un certain temps, ça c'est sûr. Le passage au SiC, on le fait d'abord pour le rendement et puis pour la densité de puissance. Donc on va passer au SiC parce qu'on va vouloir gagner en perte clairement sur les fortes puissances, peut-être sur l'hybride, mais il y a un vrai gain, je dirais, sur les pertes qui nous est utile. Alors on le retrouve sur le CO2 finalement, c'est pour ça qu'on peut le valoriser, parce que c'est juste le prix, on aura un peu de mal. Et puis on va gagner en volume. On va gagner, alors, je ne dis pas qu'on gagne beaucoup, voilà, mais il faut qu'on gagne en volume. Alors j'ai mis une petite photo en bas, hein, c'est pas tout nouveau, mais c'est une solution qui a été développée par la Formule 1. Ils avaient gagné à peu près 40% du volume en passant en SiC. Donc voilà. Après, c'est fait qu'il y a le transistor tout seul, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Mais on gagne effectivement peut-être pas 30, mais 20, peut-être pas 40, mais 20-30%, je dirais, sur le volume. Donc ça, nous, on l'applique clairement sur les onduleurs, je l'ai montré avant, et sur le step-up, parce qu'on a vraiment intérêt à le faire. Alors après, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le chargeur et le DC-DC? Il y a 1 an, j'aurais dit, on va regarder en SiC, hein, on va rester pareil, en silicium. Aujourd'hui, on voit apparaître chez des fournisseurs de composants, finalement, du GaN qui commence à tout doucement se qualifier pour l'automobile. Donc c'est vrai qu'il y a 1 an, on disait le GaN, les entreprises vont d'abord le faire pour l'industriel, parce que c'est normal, c'est plus facile pour eux, puis ils font beaucoup plus de marge qu'avec l'automobile. Et puis ils n'avaient pas non plus des hautes tensions. Ça évolue assez vite. Et nous, on se dit aujourd'hui, potentiellement, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas le chargeur DC-DC en GaN? Donc c'est ce qu'on va étudier. Donc, on va regarder ça en montant en fréquence, parce qu'effectivement, notre challenge de gagner en volume, on ne va pas le gagner qu'avec le SiC, parce que le SiC au-delà de 150 kg, on a un peu de mal à la valoriser vraiment sur le DC-DC et le chargeur.
Donc on va essayer de monter plus haut et on va regarder avec le GAN si on y arrive. Et puis on va en parallèle travailler avec nos fournisseurs pour voir ceux qui seraient capables de nous fournir des composants automobiles à l'horizon de 2025-26. Voilà. Ce qui nous semblait infaisable il y a un an commence à pointer son nez de manière beaucoup plus réaliste aujourd'hui. Voilà. D'où l'idée d'un peu cette coupure entre les deux, je dirais, entre le SiC d'un côté onduleur step-up et puis le GAN du côté chargeur DC-DC. Voilà. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le concret de ce qu'on veut travailler. Je ne vous dirai pas tout, parce que c'est un petit peu confidentiel sur cette partie. Mais là, j'ai essayé de résumer un peu les différents sujets qu'on veut travailler, ce qui est là où il pourrait y avoir des partenaires, des travails en commun. Voilà. Alors, sur la boîte, en général, la grosse boîte, hein, ici ce que j'ai mis en haut à gauche, on va travailler sur la CEM, c'est-à-dire comment optimiser en termes de CEM l'intérieur de la boîte. Et donc ça veut dire, par exemple, je prends la capa DC, comment je vais l'optimiser entre l'inverteur, le step-up, le chargeur, comme ils sont tous groupés finalement, je vais peut-être pouvoir lui baisser sa valeur et optimiser sa forme, enfin comment je vais la définir. Sur la partie puissance, il faut qu'on regarde effectivement qui perturbe, comment on veut le protéger, et limiter la CEM peut-être juste aux interfaces extérieures et qu'est-ce qu'on donne comme règle à l'intérieur. Voilà. Ça c'est important. Et puis attention aussi qu'il y a des tendances à quand même perturber beaucoup plus quand on fait des ponts de montée plus raides. Donc il faut qu'on travaille aussi sur l'implantation du SiC dans le système. Voilà. Alors sur la mécatronique, on va faire un travail classique, je dirais, mais quand même de voir comment on peut optimiser l'assemblage, le refroidissement, et comment on gère finalement cette thermique entre des composants qui chauffent pas mal comme l'onduleur step-up, et puis de l'autre côté le chargeur DC-DC qui chauffe quand même nettement moins. On va voir comment on optimise entre les deux. Voilà. Et puis en interne Renault, on va travailler effectivement sur comment mettre cette boîte dans les voitures et quel volume on va lui donner. Après, donc sur l'onduleur, en fait, les sujets qu'on veut travailler là maintenant en partie pré-étude, on va dire, c'est d'abord standardisation des modules, hein, comment on peut faire ça, comment on peut standardiser entre l'hybride et puis l'EV, comment on va traiter la compatibilité IGBT-SiC, puisqu'on veut définir un module. Aujourd'hui, on va l'optimiser en inductance pour le SiC, mais il faut quand même qu'on rentre des IGBT dedans. On voit est-ce que le mélange des deux est possible finalement, au moins dans un volume mécanique externe constant. On va travailler sur le pilotage de l'onduleur. Ça, il y a toujours le même sujet de quelle fréquence de découpage, quelle pente de montée. Donc ça, on va travailler ce sujet-là en mesure et puis pour définir ce qu'on veut faire. La capa DC, j'en ai déjà parlé. Et puis on continuera à travailler, on a déjà commencé, hein, sur la fiabilité du SiC. C'est-à-dire effectivement dans les profils de mission onduleur, comment il se comporte voilà, comment ça tient. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'études sur le sujet, puisqu'on commence à le voir en série, hein, mais on va continuer. Voilà. Sur le step-up, qui est un produit relativement simple, on va travailler nous sur les selfs. On va regarder, parce qu'on a fait 2 étages, un peu comment coupler les selfs éventuellement, et optimiser le design. Alors après, si je prends le chargeur DC-DC, vous verrez, j'ai mis une case au milieu un peu GAN, parce que pour moi, finalement, la case GAN, elle est pour les deux composants. Donc sur la case GAN, on va vouloir travailler avec nos fournisseurs de composants automobiles, savoir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en 650 volts et en 1200. Et puis à quel horizon et comment. On va vouloir travailler sur le packaging avec eux. Et puis aussi, après, comment on conçoit des produits finalement derrière. Donc l'intégration driver, est-ce que c'est avec la puce, est-ce que c'est à côté et puis j'irai tout un travail de compréhension de comment router et faire nos cartes avec des puissances assez élevées, pas des fréquences assez élevées. Et puis le gros sujet de la fiabilité du GAN, parce que là, on commence juste à avoir des puces, on n'a pas encore trop travaillé la fiabilité, certains l'ont fait, hein. Je pense qu'il y a des Canadiens qui ont fait du bon travail. Mais il faut qu'on avance sur les différents fournisseurs, sur comment on valide finalement ces composants par rapport à nos normes automobiles. Alors après, si je prends le chargeur, le DC-DC, vous savez, j'ai fait un beau copier-coller entre les deux, mais ce qu'il y a derrière n'est pas tout à fait pareil. Alors je dirais sur le chargeur, on veut travailler les topologies réversibles, parce que c'est clair que le véhicule tout grid, le véhicule tout load est quelque chose qui apparaît comme étant à faire sur les voitures, en tout cas à avoir en place. Donc là, c'est pas si simple parce que parfois une belle topologie qui paraît réversible ne l'est pas tant que ça. Et la réversibilité parfois amène un peu de perte de rendement et c'est un peu dommage, quoi. Donc il faut bien choisir les bonnes topologies. On veut clairement travailler la montée en fréquence, parce que si on veut baisser ce volume, il va falloir monter. Alors on n'est pas encore à faire des chargeurs à 1 méga, mais il faut qu'on monte. Voilà. Il faut qu'on regarde jusqu'où on peut y aller de manière intelligente d'un point de vue technico-économique. Voilà. Après, donc les technologies d'assemblage. Je dirais comment on va réaliser cet objet. Alors nous, je pense que ça sera un chargeur DC-DC commun, mais comment on va le réaliser? Moi j'aime bien, on démonte une Tesla, une espèce de beau chargeur là, avec tous les composants soudés, on retourne la carte sur le radiateur et puis hop, on a directement fait tout le cooling.
bah, c'est joli, c'est facile à faire. Donc il faut qu'on s'inspire de ce genre de choses et qu'on trouve finalement, est-ce qu'il faut mettre les puces dans le PCB, est-ce qu'il faut les mettre en dessous avec un refroidissement topside, est-ce qu'il faut... Voilà, il y a encore pas mal de portes ouvertes, je dirais, sur l'assemblage de ces objets chargeurs DC-DC et comment on accroche les composants de puissance. Donc il faut qu'on essaie de trouver des solutions là qui soient pareil, faciles à monter, quoi. Et optimisation des passifs, parce que c'est quand même pas loin de la moitié du volume, ou les tiers du volume. Et il y a des choses à faire. Hein. Je pense qu'il y a des... Moi j'ai vu des nouvelles technos sur les CAPA, il y a des choses à faire sur les selfs, enfin, il y a du travail à mener pour diminuer la taille de ces composants et mieux les refroidir. Voilà. Alors sur le DC-DC, la réversibilité, c'est une autre question, hein. C'est plutôt pour nous recharger, enlever les résistances de précharge sur la batterie. Donc c'est pas tout à fait la même problématique. Monter en fréquence, je pense que c'est pareil. Et assemblage, on va essayer de le grouper avec le chargeur pour avoir une ligne d'assemblage du même produit. Voilà. Donc effectivement, ça va se recouper à cet endroit-là. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les grands thèmes. Il y en a encore quelques autres qui traînent derrière, mais c'est les grands thèmes qu'on veut travailler. Et donc voilà, donc dans le projet, on a défini un certain nombre de technobriques pour travailler dessus et des contrats possibles sur les différents sujets. Voilà. Alors je pense que j'ai fini, presque. Je suis revenu à la page de départ. Et j'espère que j'ai tenu à peu près le délai d'une demi-heure. Et donc je vous laisse poser des questions s'il y en a. Alors, je ne sais pas où je vois les questions, je ne sais pas qu'elles apparaissent par texte. Pour l'instant, il n'y a eu aucune question. Ah si. Ah, c'était trop clair alors, c'était beaucoup trop clair. Bonne nouvelle. Alors, quelles sont les plages de fréquence, de température et de tension visées pour le fonctionnement du condensateur DC? Alors de tension, chez Renault, on reste sur les systèmes 400 volts. Hein. Pour l'instant, tension, on estime que nous, pour l'instant, sur notre gamme qu'on a développée, il n'y a pas de gros intérêt à passer en 800 volts, en tout cas sur la partie traction, on va dire, parce qu'on ne voit pas de bénéfice tant qu'on ne dépasse pas les 200 kW, on ne voit pas de bénéfice à diminuer les tailles de câbles et sur le reste. La réponse ne serait pas du tout la même. Si vous posez la même question à Mercedes ou BMW vous dira, bah nous on passe en 800 volts parce que c'est moins cher. Voilà, c'est vrai. Nous on reste en 400 volts. Voilà. Donc ça c'est la première réponse. En gamme de température, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais c'est vrai que on serait bien content de dépasser un peu les 100 degrés, quoi, si on pouvait. 125, quoi. Si on peut monter au-delà. Aujourd'hui, c'est pas. Finalement, ce qui nous limite, c'est plus les composants type processeur, CAPA et les drivers qu'il y a autour, que les trucs de puissance. Puisqu'en fait, le cycle, vous pouvez le monter jusqu'à 175, mais si vous faites ça, bah, souvent on chauffe trop l'intérieur. Donc tout ce qu'on pourra gagner, je dirais, sur la CAPA et sur les autres composants, on sera content de l'avoir. Et la troisième partie, c'était quoi déjà? La tension visée. Fréquence. La fréquence. Sur les onduleurs, bah, on ne va pas dépasser. Enfin, si on parle de 10 à 20 kg, on ne va pas dépasser ça, quoi. Et sur le step-up, on parle de fréquence de l'ordre de 50, 60, 80 kHz. Voilà. Et sur les chargeurs DC-DC, c'est pas la CAPA DC, hein, mais on va dire maximum 500 kg, quoi. Ça sera déjà bien si on y arrive. Le DC-DC step-up, vous l'envisagez que pour l'hybride? Alors nous, oui. Je dirais pour l'instant. Parce que si le problème de mettre un step-up sur l'électrique, effectivement, on voit pas d'intérêt, je dirais, par rapport au rendement, enfin par rapport au système, on n'y voit pas d'intérêt pour l'instant. La question peut se poser pour charger des batteries sur des batteries 400 et une prise en 800 volts. Voilà. Mais je dirais dans le système véhicule électrique, en tout cas, on ne met pas de step-up. Parce qu'il y aurait trop de pertes, je pense, dans la partie step-up par rapport au gain qu'on aurait à côté. Standardisation, modularité, ne s'agit-il pas de définir les empreintes communes afin d'empiler des mêmes briques de base pour servir les différentes familles de produits? Bah, enfin, oui, quelque part. Enfin, je vois pas trop le sens de la question. En fait, on va faire des briques. On va définir des empreintes standards, oui, effectivement, pour les fonctions. Mais après, on va même aller plus loin. C'est ce que j'expliquais pour l'onduleur. Il faut absolument essayer d'assembler sur la même ligne toujours les mêmes
même principe finalement, et on ne jouera que sur 2, 3 ou 4 puces dans le module pour faire, je dirais, les versions. Autre question, le chargeur BIDIR est-il isolé? Alors, c'est une bonne question. Comme c'est moi qui ai inventé le caméléon, je peux en plus répondre à la question. Ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà, qui n'était pas isolé. Oui, il est isolé pour l'instant. Ouais. C'est un vieux débat. Moi, j'étais un des précurseurs sur le non-isolé, finalement. La problématique qu'on a, c'est que, je dirais, en dessous de 3 kW, c'est un peu ça pose beaucoup de contraintes de fonctionner en non-isolé, en fait. Mais parce que les prises chez vous sont pas branchées correctement, parce que la terre est pas bonne, parce que une fois qu'on a tout empilé, on s'aperçoit qu'on a quand même intérêt à faire un isolé jusqu'à 3 kW. Après, on pourrait ne pas l'isoler au-delà. Voilà. Mais c'est vrai que là, la cellule de base à 7 kW, on l'a fait isoler. Mais c'est pas le moins cher, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est plutôt plus simple pour essayer de se brancher partout sans problème, quoi. Voilà. Vous avez prévu un refroidissement à eau ou à air? Alors, pour l'instant, clairement de l'eau pour la partie onduleur step-up. Le DC-DC et le chargeur, on se tâte tout doucement. Je pense qu'on va regarder comment ça réagit, quoi. Parce que je pense qu'à long terme, il faudra le faire à l'air. Est-ce qu'on va y arriver là? Je suis pas encore sûr. Parce que à 7 kW, on n'a pas trop d'idée à 7 kW de ce qui va se passer là, au niveau des pertes, là, pour qu'on regarde. Mais peut-être qu'en plaquant effectivement le chargeur DC-DC sur l'eau de la boîte, en profitant du haut de la boîte, en mettant des ailettes en haut, on pourrait peut-être arriver suffisamment à refroidir. Mais, en tout cas, c'est clair, chargeur step-up, on refroidit à haut. L'autre partie, on va regarder. Pour quelles applications on garde les JGBT par rapport au GAN? Alors, IGBT par rapport au SIC, on va dire, sur l'onduleur, c'est dans les cas, parce qu'aujourd'hui, le SIC est cher comme puce aujourd'hui, parce qu'en fait, ça démarre en production, il n'y a pas encore des gros volumes, les rendements ne sont pas encore extraordinaires, les UFA sont encore petits. Donc aujourd'hui, si je fais un onduleur, j'imagine, par exemple 50 kW, là, 80-60 kW pour faire un petit véhicule électrique, mon onduleur en SIC, il va être juste 2 fois plus cher, quoi. Donc, il y aura pas de... On va avoir du mal à vendre le SIC dans une basse puissance, en tout cas en EV, parce que le gain qu'on va avoir, ça sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on va gagner effectivement en commutation, donc on va gagner sur les cycles globaux, donc on va pouvoir économiser une cellule de batterie, par exemple. Mais en basse puissance, on n'arrive pas à le faire, l'équation. Autant en forte puissance, on y arrive, autant en basse, on n'y arrive pas aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'en 2030, on n'aura pas que du SIC partout. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur les puissances faibles, on a du mal à pouvoir justifier de passer en SIC d'un point de vue technico-économique. Et après, voilà. Oui. Allez-y, j'allais poser une autre question, je pensais que vous aviez fini. Non, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Ça répond à la question. Est-ce que vous avez envisagé l'étude de nouveaux matériaux pour les SALF? Oui. J'en dirai pas plus. Ouais. Pas sensible. Non, sensible, c'est couvert par un contrat de confidentialité avec ceux qui le font. Donc oui, on a étudié, on a réglé nos matériaux. Du coup, quelle est la taille visée du condensateur pour l'onduleur? Est-ce que c'est un snubber? Alors, la taille, je ne l'ai pas en tête comme ça. On va pas encore redessiner, en fait, pour être clair. L'aspect snubber, c'est une bonne question. Vis-à-vis du fait qu'on met du SIC derrière. Un vrai grand débat. Est-ce qu'il faut mettre du snubber ou pas? Comment ça fonctionne? Moi, avec les onduleurs que j'ai fait en SIC, j'ai mis des snubbers dedans. Parce que j'avais du mal à couvrir finalement les bandes de fréquence au-delà de quelques mégas. Parce que la capa DC, elle avait sa fréquence de coupure. Donc j'étais obligé de mettre du snubber en plus pour arriver à filtrer ce qui nous dérangeait jusque vers les 200-300 mégas. Il y a des gens qui me disent, mais non, ça peut marcher. Donc, je suis en train de faire des essais sur des onduleurs en SIC, où on a vraiment optimisé l'inductance et vraiment optimisé la capa pour voir si on a besoin ou pas du snubber. Voilà. Mais c'est clair qu'il y a une réflexion en cours sur comment finalement on filtre correctement ces parasites de commutation du SIC vis-à-vis des capas qui, de par leur volume et leur
composition ne peuvent pas nous enlever toute la haute fréquence, quoi. Voilà. Donc je suis en train de faire des essais pour voir si on peut effectivement ne pas mettre le snubber dans une configuration avec une très faible inductance, mais j'en suis pas encore convaincu. Voilà. Je pense qu'il faut essayer quand même de prévoir si on peut, dans notre conception finalement de l'onduleur, de pouvoir le positionner sur le module, quoi. J'ai toujours des longues discussions sur le sujet avec les fournisseurs de modules parce qu'ils me disent faut optimiser finalement la boucle inductance avec la capa d'essai et le retour. Moi je dis oui, mais je dis qu'il faut surtout optimiser la boucle avec le snubber parce que c'est lui d'abord qui assure finalement la réduction de ces parasites. Et il n'y a pas forcément peut-être arriver à une bonne optimisation entre les deux. Voilà. Mais après on arrive sur des considérations de comment monter ce snubber et l'implanter. Voilà. Donc si la capa d'essai peut jouer ce rôle-là, mais ça veut dire qu'elle est un peu hybride, ça sera tant mieux, on sera très content, parce qu'on se passera de mettre le snubber de l'autre côté. Mais voilà. J'espère que ça répond à la question. En ce qui me concerne, je sais pas. Vous avez parlé de simulation. Il y a un des participants qui aimerait en savoir plus. Dans quel domaine? Parce qu'on en fait plein des simulations. Dans le cadre du projet, c'est tout projet, il y a, par exemple, il y a un cadre où on va sur la CEM par exemple, on fait de la simulation, alors pas très haute fréquence, mais on voudrait essayer de faire un modèle du réseau complet qu'on va avoir dans la voiture, et puis de regarder finalement comment perturbent nos différents blocs à l'intérieur, et de simuler, je dirais, les perturbations entre les blocs, en conduit et en rayonné. Alors sans aller dans le détail, on ne va pas dessiner tous les composants parce que c'est infaisable de simuler après, mais on voudrait faire quand même des simules en 3D en CEM pour regarder comment ça se comporte dans la boîte. Voilà. C'est un premier domaine où on va vouloir travailler. Oui. Donc oui, en CEM. Après, classiquement, on en fera de toute façon en thermique et en électrique. Alors, énormément sur les chargeurs DC-DC, par exemple, pour toutes les parties loi de commande, on va en faire. Je dirais la simule un peu intéressante, un peu originale, c'est effectivement sur la CEM qu'on veut faire. La standardisation des power modules ne risque-t-elle pas d'être limitée par le besoin nécessaire de minimiser les éléments parasites pour bénéficier au mieux de l'apport des wideband gap? C'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question sur le fait de vouloir. Mais là, je pense que moi j'essaie d'y répondre en disant je ne veux pas mettre de l'IGBT jusqu'à 160 kW par exemple. Je dis on va dessiner le module pour le SIC à 160 kW. Et après, on va lui mettre ce qu'on peut mettre comme IGBT dedans. Donc en fait, je l'aurais optimisé pour le SIC la puissance max qui m'intéresse, finalement, et donc j'aurai la bonne inductance. Et après, je peux me permettre de, entre guillemets, le dégrader pour mettre de l'IGBT dedans, mais je ne me force pas. Je pense qu'il ne faut pas demander de mettre de l'IGBT jusqu'à la puissance max, sinon ça fera un module trop gros, et effectivement, là, on aura un problème. Donc, je dirais la réponse qu'on donne, c'est de dire l'IGBT, il est que jusqu'à l'endroit où on atteint le volume max utilisé pour faire l'onduleur en SIC à la puissance max. C'est ça l'idée. Alors après, il faut regarder parce qu'il y a des gens qui sont capables de mettre aujourd'hui, qui font des très gros IGBT, japonais entre autres. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'un module de nos japonais avec un gros transistor IGBT, il n'est pas beaucoup plus gros que l'équivalent en SIC. Donc voilà, c'est aussi une petite remarque importante. Parce qu'aujourd'hui, les SIG, on met 2 ou 4 puces, pardon, pour faire 3-4 puces pour faire 500 ampères. Quoi. Et il y a des gens qui arrivent à faire un IGBT qui fait la même chose, mais en un seul module, en un seul boîtier. Donc ils n'ont pas tous les problèmes de ramener toutes les connexions en plus. Donc voilà. Déjà, la réponse globale, c'est on optimisera sur le SIC et on verra ce qu'on peut faire en IGBT. Voilà. Il a été compris que l'intégration onduleur-chargeur DC-DC posait problème à un niveau maintenance. Chez le garagiste, tant de démontage, remontage en cas de panne. Est-ce que le concept OneBox résout ce problème? Alors ça dépend à qui comment s'adresse la question, entre guillemets. Ça s'adresse sur la Zoé, qu'on connaît bien. Effectivement, sur la Zoé, la boîte aujourd'hui, sur la Zoé, il y a une première approche qui ressemble à ça, parce qu'il y a des modules finalement dans une grosse boîte, quelque part. On a pu dire c'est effectivement des modules standardisés, qui le sont déjà un peu, et qu'on pourrait changer facilement. Il y a un problème, c'est qu'effectivement, on a dû finalement mettre la boîte en verticale, et que pour le garagiste, il est obligé d'enlever l'ensemble pour venir démonter à l'intérieur. Voilà. Mais donc
enfin, ça c'est sur cette solution-là. Après les solutions actuellement, on voit plutôt des solutions, effectivement c'est séparé, donc ça va être plus facile pour le garagiste d'aller changer une pièce ou l'autre. Voilà. Je pense que dans notre solution, il y aura probablement, sur une espèce de boîte qu'on met au-dessus du moteur, on va se retrouver avec l'onduleur step-up en bas, parce qu'on va bénéficier du même refroidissement que le moteur, et puis le chargeur DC-DC au-dessus. Il faut qu'on regarde si le garagiste peut éventuellement démonter une partie et remonter une autre. Voilà. C'est une bonne question. Voilà. J'avoue que dans mes réflexions, il y a une dizaine d'années dans les conceptions, je me suis dit, mais comment ramener aussi ce travail au niveau des garagistes qui puissent travailler ces objets-là. Voilà. On avait essayé effectivement sur la Zoé d'avoir des solutions où ils pourraient démonter l'intérieur. Je ne pense pas qu'ils le fassent déjà aujourd'hui, hein, mais à long terme, ça serait bien. Une question un peu moins technique. Quelles sont les perspectives d'emploi et de formation? Par rapport à ce projet-là? Vous avez parlé d'emploi dans la présentation. Par rapport à ce projet-là, je pense. Bah nous, en tout cas, dans ce que je fais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je vais faire travailler demain là, pour développer ce projet, qui pour moi sont des sociétés françaises. Hein. Parce qu'il y a des compétences, il y a des gens qui connaissent bien le métier, donc je vais déjà pérenniser ou augmenter l'emploi sur un certain nombre de sociétés. Alors, d'abord des PME et des labos, puis après peut-être des rangs 1 aussi. Mais on va pérenniser ça. Donc on va essayer d'augmenter leurs compétences et les grossir par rapport à ça. Et on le fait déjà depuis quelques années. Hein. Donc je dirais, les projets que je mène depuis 3-4 ans sont menés avec des sociétés françaises, entre autres. Et des Allemands aussi, mais des Français. Donc on va essayer déjà d'augmenter leurs compétences pour la capacité de nous aider à développer ces produits-là. Voilà. Donc là, ça va essayer d'emmener de l'emploi. Après, on va certainement travailler avec des gros rangs 1 et regarder comment on peut, avec le rang 1, finalement, essayer de produire cet objet en France. Donc ça va forcément faire pas une, mais plusieurs lignes de production. Et donc là aussi, amener de l'emploi dans cette entreprise-là. Après, la question peut se poser sur les composants en tant que tels. Le module, c'est un bon exemple, le module de puissance. Est-ce qu'on peut arriver à ramener en France maintenant de la production de modules? Mais ça, c'est une réflexion qu'il faut qu'on mène un peu globalement, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui font des gros modules haute tension, je dirais, en France. Il y a de la grosse production chez Valeo de modules dans les tensions plus faibles et qui est de très grande qualité, et avec des beaux process automatisés. Par contre, sauf erreur de ma part, je ne connais pas de grosse production de modules type ce qu'on voit chez Infineon ou ce qu'on voit chez Semicron. Donc il y a une réflexion à mener avec les industriels, je ne sais pas pour lesquels, pour voir si on peut monter ces lieux-là en France. Ça ramènerait de l'emploi aussi à ce moment-là. Voilà. Après, il y a d'autres composants, on aura du mal, voilà, mais ça c'est autre chose. Mais je dirais que c'est vrai qu'il y a une réflexion au fur et à mesure qu'on développera le projet de voir où on peut faire les composants. Voilà. J'espère que ça ramènera du travail en France. C'est l'objectif. En parlant de composants, il y en a qui se demandent qui fera le choix des composants. Comme par exemple les MCU, les gate drivers, le tiers 1 ou Renault. Alors ce projet-là, s'il sera mené avec un rang 1, je ne vais pas le cacher, voilà, il sera mené avec un rang 1, ça se fera ensemble. Voilà. Donc chacun, enfin, après on définira avec le rang 1 si on travaille avec lui, on va définir finalement qui choisit quoi, mais je dirais on se partagera forcément un peu les parties des études. Après, j'ai pas toute la réponse aujourd'hui. C'est-à-dire que chez Renault, il nous arrive finalement, il y a certains composants qu'on veut diriger, d'autres pas. Et ça sera défini en avançant au fur et à mesure. Si, par exemple, est-ce que Renault veut s'occuper d'acheter le module de puissance et de négocier à la place avec le rang 1 ? Il y aura peut-être un peu plus de... Pardon, on entend quelqu'un là. Je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui est au téléphone. Qui va être coupé. Oui, je entends derrière ça. Ah, je crois que c'est bon. Voilà. Donc en fait, je dirais Renault peut diriger certains composants, le fait déjà. Et puis après, on verra avec le rang 1 comment ça se travaille. Voilà. Mais je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue. Voilà. Maintenant, après, tout ce qui est petits composants, si je travaille avec un rang 1 que c'est lui qui produit la chose, je ne vais pas y négocier les résistances, c'est sûr. Mais on a parfois intérêt à le faire, nous, sur certains gros composants. Ça, on peut le faire. Ouais. Type module, capa, processeur, des composants relativement chers. Ouais. Après, ça dépend qui est le plus performant sur la négociation et avec les fournisseurs. Voilà. C'est la question. Quand vous parlez de chargeur dans la présentation, vous voulez dire quelle bande de recharge? Pardon, c'est chargeur, c'est... Non, quand je parle de chargeur, c'est le chargeur intégré dans la voiture. C'est bien le chargeur
Ça, c'est branchement sur une borne AC et la partie chargeur intégré. Voilà. Ce qui est de chargeur externe, dans les petits dessins, on le voit, c'est à travers la prise, c'est la partie DC qui va sortir dehors, et ça, je ne le traite pas là. Voilà. Alors, rien n'empêche à long terme de dire je prends le chargeur qui est que j'ai fait là pour le remettre à l'extérieur. Ça, c'est un vieux débat. Dès que ça traîne, Tesla le fait. Hein. Tesla, sauf erreur de ma part, met le même chargeur dans la voiture et dans la borne. Parce qu'effectivement, les prix qu'il obtient sur son chargeur en le faisant pour une voiture en grande série sont plus intéressants que quand on le fait pour l'industriel. C'est un constat qu'on a déjà fait. Voilà. C'est une bonne question. Voilà. Il y a effectivement des cas de partenariat où les gens sont intéressés pour, si on a développé un chargeur optimisé finalement à mettre dedans, de prendre la brique et de la mettre dehors. C'est pas impossible. Voilà. Il faut la repackager un peu. Je dirais, il faut lui mettre quelque chose en plus, mais finalement, ça peut être aussi une bonne idée pour baisser les prix. Ouais. Vous avez peu parlé du concept de production TRL7. Et sera-t-il abordé et travaillé dans la phase d'étude de faisabilité ou cette phase que concerne le produit OneBox? On va se mettre, comme j'ai dit, on sera avec un rang 1. Donc en fait, l'idée, c'est d'intégrer dès le départ les ingénieurs process finalement, pour que le premier travail qu'on va mener sur la mécatronique, par exemple, sur onduleur, step-up, pour commencer, on va le faire directement avec les gens du process. Parce que pour moi, je prends un onduleur, c'est un onduleur, hein, on ne va pas réinventer l'onduleur. Par contre, ce qui est vraiment inventé, c'est comment faire un produit qui soit pas cher de base et assemblable de manière avec des coûts optimisés. Le process a travaillé dès le départ. C'est vrai qu'il y a des projets amont que j'ai menés où on s'arrêtait à un démonstrateur sur table, je dirais, voilà, un nouveau chargeur réversible. Ce projet-là, l'objectif amont, c'est d'aboutir à une boîte dans le bon volume. C'est un petit peu plus que d'habitude, parce qu'on veut aller jusque dans le bon volume, et avec des process qui seront faits avec le rang 1 dès le départ. On ne sortira pas des outils de production dès le début, mais par contre, on aura essayé de le concevoir pour être au plus proche de ce qu'il pourra faire après. Donc c'est vrai que le niveau de TRL sera plus élevé peut-être que d'habitude en termes de compatibilité process de l'objet. Du point de vue projet, il y en a plusieurs qui se demandent comment et dans quel timing est-il possible de proposer une participation à des axes de ce projet? Alors rapidement, parce qu'on commence bientôt. Donc, voilà. Donc il y a la première phase qui est de feasibility study et commence à être bien avancée, je dirais, mais rien n'empêche. Sur cette année, ça commence on n'est pas très loin de savoir ce qu'on veut faire. Il y a encore des possibilités sur l'année prochaine. C'est-à-dire que je pense qu'il y a sur la partie feasibility study, on peut encore rentrer des gens à partir de janvier l'année prochaine, je pense facilement, ou un peu avant. Et puis après, tout n'est pas décidé pour la suite. C'est-à-dire que je dirais, on a pas mal bouclé les budgets et les personnes sur la fin de l'année, là, parce qu'il faut qu'on démarre. Mais ce qui se fait les 2 années suivantes, on a une enveloppe budgétaire, mais on n'a pas encore défini exactement tout ce qu'on faisait dedans. Voilà. Donc, je dirais, s'il y a des idées, là je vois déjà par des idées nouvelles qui arrivent sur des composants, on dit, ça serait dommage de ne pas les intégrer. Donc on regarde comment on peut faire. Donc je dirais, la porte, elle est ouverte, pas pour demain matin, mais elle est ouverte sur une réflexion sur ce qu'on va faire, en tout cas, sûrement sur l'année prochaine, l'année suivante. Et sur cette année, s'il y a vraiment un truc révolutionnaire, on regardera. Voilà. Typiquement, j'ai pas lancé mes commandes aujourd'hui. Voilà. Donc il y a encore une place pour un certain nombre de choses, et un certain nombre de personnes. Voilà. Mais dans le cadre de ce qu'on a défini, je dirais, en termes de... Là, il n'y a pas tout le détail, hein, je ne mets pas toute la liste détaillée de ce qu'on fait, mais je dirais dans le cadre de ce qu'on a défini, voilà, il y a peut-être encore de la place. Ouais. Voilà. Quel procédé d'assemblage envisagez-vous utiliser en termes de Power Module Packaging? Vous en parlez dans la slide 11. Alors c'est une bonne question. C'est en fait, je dirais dans les réflexions qu'on a eues chez Renault, en tout cas, c'est aujourd'hui on achète des modules à vis et qu'on visse en assemblage, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des modules pas chers parce qu'ils sont du standard, mais par contre on a du process, des composants, et voilà. Dans l'assemblage du module, c'est encore ouvert. Hein. On ne s'est pas imposé quelque chose. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder toutes les technologies d'assemblage possibles, laser, ultrasons, électrique, enfin tout ce qui va autour pour l'accrochage, des parties de sortie de puissance. Et regarder après comment on l'optimise. Mais je dirais, on ne s'est pas imposé quoi que ce soit, pour l'instant, en tout cas. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à construire là-dessus. Entre un HP Drive et le module de Tesla, il y a quand même 2 opposés, quoi. Et entre les deux, moi j'ai pas la solution comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de solution, rien n'est imposé pour l'instant.
pour être clair. Pour la question CEM, est-ce que la variation des configurations ne rend pas une solution standard intégrée impossible? Que pensez-vous de filtres CEM standard en boîte? Alors, en termes de CM, nous en tout cas, c'est une bonne question parce qu'effectivement, si je prends les composants classiques du réseau 12 volts, on arrive à le gérer très bien parce qu'on met des normes assez sévères et que ça coûte pas si cher que ça, entre guillemets, de surspécifier le produit. Si je connaissais bien une direction assistée, on va la filtrer avec des normes qui sont au-delà de ce qu'on a largement au-delà pour le composant par rapport aux besoins. Ce qui fait que quand on le plug dans n'importe quelle voiture, ça marche. Ce modèle-là ne s'applique pas trop aux électroniques de puissance, parce que si on surdimensionne, on fait vraiment des choses trop grosses. Donc effectivement, on a une part de mise au point. Nous, quand on va faire chaque voiture, on a une part de mise au point. Alors, pour essayer de la minimiser, je dirais on va bien spécifier l'extérieur de la boîte, au sens les interfaces de sortie de la boîte. On va s'imposer qu'en tout cas, le bus d'essai, quand il sort de la boîte, il soit propre et comme il faut par rapport à nos normes. Donc pour le faire bien, on va se faire des modèles avec différentes configurations du réseau de bord, parce que ça joue sur les résonances du réseau de bord, entre autres. Et on va espérer qu'en faisant ces différents modèles, et en ayant bien spécifié la sortie, en tout cas, de la boîte, on puisse l'utiliser dans différentes plateformes. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques ajustements après dans les essais qu'on fera. Deuxième question, les filtres standards. S'il existe, on les preneur pour les chargeurs, parce que vu le temps qu'on passe à faire les mises au point, on serait content. Mais je dirais, pour l'instant, on a plutôt tendance à faire nous-mêmes nos filtres et à les optimiser. Je prends un chargeur sur tout le PCB de sortie, là, que d'aller acheter un truc tout fait intégré dans une boîte. Mais bon, il n'y a pas de philosophie. Si demain, une solution qui est moins chère en faisant un petit module séparé, je sais pas, par exemple, si dans la boîte, on se dit on veut mettre le filtrage collé à la boîte sur la sortie d'essai parce que c'est là que c'est le moins cher, que ce soit un truc qu'on fasse nous, qu'on achète dans une boîte, on prendra ce qui est le moins cher. Voilà. Et on pourrait peut-être, je sais pas si, mais on a imaginé qu'il y a un espèce de filtre traversé avec quelque chose de surmoulé qui est mis près des bornes. On peut l'acheter tout fait chez quelqu'un. On l'a déjà fait. Hein. Voilà. Donc j'ai pas de philosophie là-dessus. C'est vrai que les filtres classiques qu'on trouvait en monophasé, triphasé, d'habitude, c'est pas ce qu'on met d'habitude parce que c'est moins cher de le mettre sur le grouper avec le reste. Des solutions à faible TRL vous intéresseraient-elles? On va essayer d'éviter. Non, comment dire, on a chez Renault, on a les parties recherche qui sont, je dirais, à plus de, on va dire, 5 ans, entre 5 et au-delà. Et la partie que moi je gère, qui est Feasibility Study, Phase Amont, c'est entre 5 ans et 3 ans avant la série. Donc il faut que je rentre dedans, dans mes études, des solutions qu'on pense permettre d'aboutir, je dirais, au bout de 2 ans ou 3 ans, à quelque chose qu'on pourra faire dans la voiture. Voilà. Bon, je dirais, on travaille déjà à l'étape d'après, hein, il n'y a pas que ce projet-là, mais je dirais, là, il faut que nous, dans les solutions qu'on va étudier, on se dise, on a de très fortes chances d'aboutir à quelque chose qui sera faisable, et qu'on en montre la faisabilité d'ici mi-2022. Donc, c'est ça qu'on ne peut pas aller chercher trop loin dans l'innovation, sinon on n'y arrive pas non plus. Mais c'est-à-dire que moi, la sortie de mon projet, il arrive au moment où on fige le concept de la voiture. C'est-à-dire que à ce moment-là, les gens, ils veulent qu'on le développe, mais ils veulent pas innover. C'est fini, quoi. Donc à la fin, je dirais, de mon travail, c'est amener un objet qui est techniquement faisable pour la grande série. Voilà. On a le vu suffisamment ici. Ou on le fait pas, mais s'il est faisable, on le fait. On peut le faire. Voilà. Donc s'il y a des trucs très innovants, oui, on est à l'écoute. Et après, je passerai le bébé plutôt aux gens qui font de la recherche et qui sont juste avant dans les projets. Mais on en a aussi. Voilà. Faut bien qu'on gère les inputs dans ce projet-là. Il y a un gros input qui vient de la recherche. Ne pensez-vous pas que le planning est très ambitieux pour atteindre le niveau TRL visé? Alors oui, il est ambitieux, c'est vrai. On a quand même déjà travaillé un peu avant. Voilà. En fait, il y a eu une première phase de Feasibility Study, on a déjà quand même sorti un certain nombre de choses. Donc je dirais, on s'engage quand même sur un certain nombre de solutions qu'on a regardées. Pas tout, mais je dirais, on a quand même déjà essayé de pré-regarder les choses. Voilà. Puis l'effet Covid a aidé un petit peu, parce que pendant quelques mois, on n'a pas pu lancer le projet, donc on a profité pour travailler dessus quand même un petit peu en effectif réduit. Donc je dirais, on a quand même dégrossi pas mal de sujets.
Voilà. Donc c'est vrai qu'il est ambitieux en termes de planning, mais il n'est pas indirectement, ça fait déjà presque 1 an qu'on travaille dessus. Voilà. De manière inofficielle, je vais dire, mais et pas en lançant la grosse artillerie, mais on a déjà, si je prends par exemple l'histoire des volumes, arriver à être dans des volumes corrects dans les voitures, ça fait déjà 1 an qu'on travaille avec les plateformes des voitures Renault pour savoir comment le rentrer dedans. Donc on n'arrive pas avec des volumes, on a déjà une bonne idée de quel volume on veut faire. Voilà. Et puis je prends les topologies, on a déjà étudié plusieurs topologies, on a déjà choisi une et c'est celle-là qu'on veut développer, par exemple. Donc on n'est pas dans une trop... Il y a des trucs importants, mais c'est pas trop de la recherche fondamentale sur les sujets. On est déjà dans... On prend une topologie, on les développe et elle doit marcher. Quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont ambitieux, je suis d'accord. Mais on a déjà testé, il y a beaucoup je pense que la flexibilité, la compétence des PME françaises, moi j'apprécie beaucoup et ils ont été capables de nous faire des choses dans des délais assez courts. Voilà. Donc, ou des labos, enfin des choses comme ça, mais je pense qu'on est capable aussi de faire des choses dans des délais compatibles de nos besoins. Quoi. Voilà. A-t-on envisagé d'employer un onduleur réversible qui puisse permettre d'assurer la charge sous faute puissance depuis l'AC? Cela supprimerait le chargeur 7 kW bidière réactionnel. Alors, oui, quelque part, oui, ça fait rien. Enfin, il y avait déjà le Cabellon qui était une solution à l'époque. Il y a la solution, effectivement, qui existe aussi. C'est BYD qui l'a fait, je crois, sauf erreur. Voilà. On ne la regarde pas dans cette solution-là. Voilà. Comme je dis, on préfère plutôt faire un 7 kW isolé que cette solution-là. On revient au problème d'isolement, toujours, la même question, qui, à mon avis, est nécessaire jusqu'à 3 kW. Alors après, ça se discute, mais je pense que jusqu'aujourd'hui, même si on a réussi à le faire sans, mais je veux dire, aujourd'hui, on se dit que c'est quand même mieux de le faire jusqu'à 2 ou 3 kW. En tout cas, tout ce qui est installation en dessous de 3, on a besoin de le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément envie de rebasculer sur cette solution-là. Voilà. Mais il y a d'autres, on a regardé d'autres solutions. Ouais. C'est vrai qu'on vise plutôt l'objectif de se dire, finalement, si on le fait relativement haute fréquence avec du GaN, on peut arriver à un objet quand même assez, même s'il est isolé, quand même assez optimisé, assez petit et optimisé. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Mais on va le comparer aux autres solutions. Sur une voiture électrique, les calories deviennent denrées rares. Pourquoi ne pas refroidir l'électronique de puissance avec une boucle de récupération de type clim, chauffage habitacle, réchauffage batterie, etc. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à se mettre avec le moteur pour simplifier le montage mécanique. Effectivement, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est vrai, quand je vois la Tesla, les complexités de leur réseau de refroidissement, j'avoue que nous, pour l'instant, on est plutôt effectivement à se grouper avec le moteur. Parce qu'on rapproche l'onduleur l'onduleur du moteur. C'est ce qu'on fait classiquement. D'ailleurs, Tesla fait comme ça aussi. Ils met leur électronique refroidie. Lui, pas il refroidit par la boîte, en fait, par l'huile de la boîte. Mais, bon, pour l'instant, en tout cas, nous, on reste sur ces composants-là, en tout cas, sur le même circuit que le moteur. Voilà. C'est tout. C'est vrai que je suis pas non plus dans les... Mon domaine, c'est l'électronique de puissance, et je sais qu'il y a d'autres études qui sont faites de la partie refroidissement, mais c'est pas mon domaine aujourd'hui, voilà, pour être clair. Bon, je pourrais poser la question aussi. Seriez-vous intéressé par des composants de puissance entre guillemets intelligents et communicants, c'est-à-dire capteur intégré plus MCE et TX? Le but, ce serait un service après un SAV pour prédire fin de vie composant. Alors, faut qu'on regarde, ça dépend des capteurs dont on parle. Hein. Faut qu'on regarde. Parce que dans les composants qu'on a là, on a des capteurs de courant, mais ils sont généralement intégrés sur... on va les intégrer soit dans le module, soit juste à côté, en fait. Donc eux, ils sont comme les classiques capteurs LEM ou autres, mais résistifs ou autres, mais ils sont toujours intégrés dans le module ou juste à côté. Cette question peut peut-être se poser sur les capteurs qui vont être dans la batterie. Il faudra regarder. Le capteur le capteur qui fait courant tension, un calcul d'estimation de capacité batterie, c'est peut-être plutôt sur celui-là qu'il faudra regarder. Parce que nous, dans la partie, dans nos composants là, je dirais, les capteurs ils sont complètement intégrés dans l'électronique. On ne fait pas de fiabilité prévisionnelle sur le capteur, on va le faire sur l'ensemble, on va regarder sur l'ensemble. Voilà.
À cette question-là, j'irais plutôt regarder du côté des gens qui font les batteries. Pour terminer, comment on pourrait vous contacter pour postuler? Ah bah j'ai pas mis mon nom quelque part. Vous l'avez sur le. Je peux mettre. Je sais pas. Je vais mettre juste mon email sur l'écran, ce sera plus simple. Ça vous l'aurez. Est-ce que je vais mettre là? Est-ce qu'on peut mettre du texte? Et voilà. Hop. Alors, si je peux me permettre un commentaire, c'est Ouais. Geoffroy là, de Oui. Moveo. On a mis en place un template Voilà. de réponse pour Ah, faire bah, des très bien. propositions de partenariat. Donc, D'accord. vous pouvez le télécharger sur le site des pôles. Je sais qu'à minima, il est au moins sur le site de Moveo. Vous le retrouverez également sur le site de la PFA, de la SIA, de la FIEV, etc. Et donc, il y a 4 slides, grosso modo, à remplir. Vous présentez l'entreprise, l'état de l'art, et puis surtout ce que vous présentez comme avancée par rapport à cet état de l'art. Et donc, les contacts des 4 porteurs de projet sont rappelés au début du template. Voilà. J'ai encore une dernière question qui est importante. Quant à l'approche d'autres OEM européens ou ENA pour la standardisation des modules. Comment font les autres par rapport au module ou c'est... En ce qui me concerne, je sais pas. Je sais pas ce que veut dire la personne. Je sais pas si elle veut prendre le micro. Elle peut. Philippe Duché. Philippe, faut ouvrir son micro. Je l'écoute. Ouais. Bon, sinon on pourra lui répondre par mail. Enfin, sur les modules, ce qui est un petit peu compliqué, je ne sais pas quelle est sa question derrière, mais ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a des fournisseurs de modules, et puis il y a des gens qui en font eux-mêmes. Ça, je prends il y a un gros mélange entre à la fois des fabricants de composants qui font des modules, comme Infineon par exemple, ou qui revendent leur plus à des gens qui font des modules, comme les OEM derrière. Donc effectivement, c'est pas simple de savoir comment on va le faire. Est-ce qu'on va effectivement aller acheter le module chez quelqu'un, standardiser chez tous les fournisseurs de modules, ou carrément monter une ligne pour les faire avec leur 1. C'est une réflexion qui n'est pas simple parce qu'il y a tous les modèles aujourd'hui. Voilà. Effectivement, quand on arrive à dire on fait du très gros volume, finalement, si c'est rentable, on a plutôt intérêt à faire sa ligne. Donc c'est ça qui est pas simple. Oui, bonjour. Oui, bonjour Olivier, oui. Oui, pardonnez-moi, j'arrivais pas à le unmuter. Oui, ma question était très simple. Bon, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Mais derrière la standardisation des modules, qui est évidemment une question extrêmement intéressante, sur laquelle on devrait se pencher, pour de bonnes raisons que vous avez expliquées. Maintenant, est-ce que vous avez approché d'autres OEM? Alors OEM chez nous, c'est les carmakers, bien sûr. Donc vos confrères, les PSA, les Mercedes, les Daimler, les BM, que sais-je, les JLR, et puis les constructeurs nord-américains, est-ce qu'il y aurait une démarche en ce sens qui aurait été faite, qui permettrait simplement d'aborder la chose de la standardisation de la manière la plus standard possible, et puis surtout peut-être de faire croître des volumes. Voilà, alors, pour les fabricants de modules, évidemment. En fait, moi je l'ai fait. J'ai fait la première phase avec les fabricants de modules. J'ai tous été les voir avec le même spec en disant maintenant on veut ça. Alors, ils ont grogné, tout rouge, tout bleu, tout vert, mais bon, je leur ai dit voilà, maintenant je veux ça. Et j'ai pas encore eu l'autorisation de le faire avec les autres OEM. Je pense qu'on va y arriver. Et puis après, comme je vous l'ai dit, on va travailler avec un rang 1 de toute façon pour faire ce projet. Donc lui, il pourra aussi aller les voir. C'est pas des choses. Je pense que ça va arriver comme ça. Et puis dès que moi j'ai l'autorisation, pourquoi pas. Parce que c'est l'œuf et la poule, voilà. Ah ouais, d'accord, c'est complètement. Un moment. Ok. J'ai bien vu, on a bien vu avec Volkswagen, je crois qu'ils ont été chercher un boîtier, ils ont demandé aux autres de le faire pareil, quoi. Donc on a vu apparaître, je m'appelle la PCM l'année dernière, le plein boîtier, j'ai vu apparaître sur 3 stands différents, quoi. Même chez des gens qui voulaient pas faire d'automobile, quoi, avant. Donc mon idée, c'est vraiment d'arriver à ça parce que c'est la survie pour tout le monde là-dessus, quoi. Je pense à long terme. Puis ouais, il n'y a pas question. Si je vais voir un fournisseur pour lui demander un des 2 packs rose aujourd'hui, il me le fera jamais, quoi. Mais par contre, on a des modules tous différents, donc il faut quand même qu'on arrive à aboutir là-dessus, quoi.
C'est vrai que ça va prendre du temps, mais je pense qu'on doit y aboutir. Non, mais la démarche est bien comprise, mais effectivement, on a tous nos impératifs et nos PNL. Et... Ah oui. Merci beaucoup. Il y a des gros qui ne sont pas contre. Hein. Il y a un des très gros fournisseurs de modules qui m'a dit mais si, au contraire, je suis d'accord, on y va, et on bosse avec eux. Donc, voilà. Bon, merci à Olivier Ploix pour votre intervention. Nous allons mettre fin à ce webinaire. Je vous invite à vous déconnecter puis à vous reconnecter au webinaire sur le projet Valeo. Le lien vous a été envoyé par mail par Geoffroy Martin. À tout de suite.